Bonjour, nous sommes Khloukhi Bal Khadrania et Zarzali Yusra et nous allons vous présenter notre capsule à propos de la caractérisation du domaine continental. Ceci à travers notre étude dans un premier temps des caractéristiques de la croûte continentale et du principe d'isostasie et dans un second temps des différents types d'indices expliquant l'épaississement crustal. Nous allons tout d'abord parler de la composition de la croûte continentale et de sa densité. La croûte continentale a une densité de 2,7 inférieure à la densité de la croûte océanique qui est de 2,9. Cela est dû à la différence des reliefs car la croûte océanique a un relief profond de moins 5000 mètres alors que la croûte continentale a un relief positif de plus de 1000 mètres. La croûte continentale, quant à elle, est formée d'une grande diversité de roches, telles que le granit. Le granit est une roche magmatique plutonique de texture grenue et composée de minéraux comme le quartz, feldspathe, plagioclaste et mica noir biotite. Et également le gneiss qui est une roche magmatique, qui est une roche métamorphique migmatite. Et de roches sédimentaires comme le calcaire ou le cri. Cette dernière présente des âges variés, parfois supérieurs à 4 giga-années, alors que la croûte océanique n'excède pas de 100 000 années. L'âge de la croûte continentale peut être déterminé par méthode de datation absolue des roches, la radiochronologie. Il existe plusieurs types de radiochronomètres, mais le couple rubidium-strontium 87 est fréquemment utilisé pour dater les roches magmatiques ou métamorphiques les plus anciennes. Les isotopes radioactifs se transforment au cours du temps. L'isotope radioactif pair devient un élément fils stable, Rb87 instable se désintègre en Sr87. La masse de la quantité de Rb87 et de Sr dans les différents minéraux d'une roche magmatique métamorphique permet de déterminer son âge grâce à la construction d'une droite isochrone. La pente de l'isochrone augmente avec l'âge de la roche car les minéraux qui contiennent le plus de Rb produisent au cours du temps d'autant plus de Sr87. Plus une roche est âgée, moins elle contiendra d'isotopes pairs et elle contiendra d'isotopes fils. Nous allons maintenant parler de l'équilibre isostatique. Au niveau d'une chaîne de montagne, l'épaisseur de la croûte résulte d'un épaississement lié à un raccourcissement et un empilement de matériaux. Cet empilement se base sur un état d'équilibre des roches à partir d'une certaine profondeur de la terre, ou autrement appelé niveau de compensation, pour laquelle les forces s'équilibrent au-dessus et au-dessous de celle-ci. Plus explicitement, cet état d'équilibre est appliqué par application mathématique du principe d'Archimède. Comme illustré sur le modèle d'Airy, c'est la lithosphère solide moins dense qui est en équilibre sur la sténosphère ductile. Le relief de la surface impose une racine crustale pour maintenir l'équilibre du modèle d'Airy. Plus l'altitude augmente, plus la profondeur du mot augmente. Maintenant, les indices tectoniques. Les indices tectoniques sont observables notamment autour des chaînes de montagnes. En effet, les plis et les failles inverses, qui sont des déformations souples ou cassantes dues à une force de compression, s'accompagnent d'un raccourcissement et d'un épaississement par empilement des roches, résultant des montagnes. Nous y retrouvons également des chevauchements qui correspondent à un déplacement, une superposition de roches plus en plus éloignées. Un chevauchement intervient par l'intermédiaire d'une faille inverse. Il inverse la faille stratigraphique, résultant d'un raccourcissement horizontal et en un épaississement crustal. La présence de cet excès de masse est ainsi compensée par principe d'isostasie, résultant en l'enfoncement en profondeur de certaines roches. Les roches crustales, du simple fait de l'enfouissement à plusieurs kilomètres, sont soumises à des températures et des pressions différentes. Ce changement de conditions résulte en un changement de la composition minéralogique globale de la roche ainsi que sa texture, donnant donc naissance à des roches métamorphes. Mais qu'est-ce que le métamorphisme? C'est en fait la transformation des roches à l'état solide. En effet, les minéraux sont stables dans certaines conditions de pression et de température. Si ces conditions changent, ils réagissent entre eux et donnant naissance à d'autres minéraux sans que la composition chimique globale de la roche ne change. Ces modifications peuvent être caractérisées par une orientation privilégiée de certains minéraux due à leur étirement, foliation ou schistosité, ou des transformations minéralogiques. Dans le cas du gneiss sur la photo à gauche par exemple, vous pouvez bien voir l'alignement des minéraux, le gneiss étant une roche folie. La température et la pression s'élèvent encore plus, nous assisterons donc à une fusion partielle de la roche ou à anatexie.